Il se passe quelque chose d'inhabituel dans les capitales européennes, mais cela ne se joue ni au grand jour, ni dans les conférences de presse. Les responsables politiques qui ont banni votre diesel, détruit sa valeur et imposé des alternatives coûteuses, opèrent aujourd'hui un virage silencieux. Pas d'annonce officielle, pas de déclaration publique, seulement des réunions à huis clos, des notes techniques, des rapports que personne ne lit. Les interdictions qui ont détruit des milliards d'euros de valeur sont en train d'être réexaminées. Et ceux qui les ont portées admettent discrètement qu'ils ont fait erreur. L'enquête qui suit ne révèle pas seulement un scandale. Ce que vous allez découvrir risque d'indigner plus encore que le Dieselgate. Pendant 8 ans, le message a été martelé. Le diesel est toxique, mortifère, catastrophique pour la planète. Londres, Paris, Berlin. L'Europe entière a déclaré la guerre au diesel. Conséquence ? Des millions de voitures parfaitement fonctionnelles mises au rebut. Des familles ont perdu, du jour au lendemain, des milliers d'euros de valeur résiduelle. Mais en 2025, un phénomène se produit. Passé sous silence. J'ai passé 3 mois à enquêter sur ce qui ne colle pas avec ce récit officiel. 3 signaux faibles que tout le monde ignore montrent que la réalité a changé. Premier signal, les prix. Pourquoi la valeur des diesels Euro 5 remonte-t-elle soudainement ? Selon les données d'Autotrader de décembre 2024, leur cote a progressé de 12% en 6 mois. Pourtant, il s'agit de véhicules théoriquement bannis des centres-villes, des véhicules qu'il fallait envoyer à la casse. Comment un bien déclaré indésirable peut-il devenir plus cher ? Deuxième signal, les flottes. Ce sont les acteurs les mieux informés. Ils planifient à long terme et ils rachètent du diesel, pas des hybrides, pas des électriques, du diesel. DHL vient de commander 7000 fourgons diesel pour l'Europe. Amazon déploie des camions diesel là où l'électrique devait s'imposer. Ces groupes affichent des engagements verts et publient des rapports ESG. Mais leurs achats contredisent le récit officiel. Troisième signal, l'assurance. Allianz et AXA proposent désormais des primes plus basses pour des diesels Euro 6D que pour des essences équivalents. Un assureur n'agit pas à l'instinct. Il mise de l'argent sur des données solides. La question est simple. Que savent-ils que le grand public ignore ? Ces 3 signaux, pris ensemble, dessinent un basculement. L'argent intelligent parie sur le retour du diesel. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché ce renversement dont personne ne parle ? En octobre 2024, un événement est passé sous les radars. Un simple rapport technique. Mais il ouvre une brèche qui remet en cause 8 ans d'une politique anti-diesel. En octobre 2024, un document passe sous les radars. C'est le rapport technique 13 sur 2024 de l'Agence européenne de l'environnement, l'AEE. Enfoui à la page 247, un paragraphe fissure tout le récit officiel. Je cite, « Les tests d'émissions en conditions réelles indiquent que les véhicules diesel Euro 6 détents émettent 45% de dioxyde d'azote, NOx, en moins que les véhicules essence Euro 6 en conduite urbaine. Relisons. En ville, les diesels modernes sont plus propres que l'essence sur les NOx. C'est l'inverse exact de ce qui a été répété pendant 8 ans. Ce constat ne vient pas d'un lobby industriel, il vient de l'AEE, l'institution même qui a soutenu les restrictions anti-diesel. Le rapport n'a fait l'objet d'aucun communiqué de presse. Il est paru un vendredi, en fin d'après-midi. Aucun grand média ne l'a repris. Pourtant, l'autorité de référence admet ici que les progrès techniques du diesel renversent la hiérarchie des émissions. Et ce n'est pas tout. Le rapport ajoute, je cite, « Les émissions particulières dues au freinage et à l'usure des pneus des véhicules électriques plus lourds dépassent les émissions totales des véhicules diesel Euro 6D. » Traduction claire, les particules émises par les freins et les pneus, aggravées par le surpoids des électriques, polluent davantage que l'ensemble des émissions d'un diesel moderne. Les véhicules lourds qu'on vous a poussé à adopter dégradent la qualité de l'air, plus que les diesels Euro 6D qu'on vous a fait éliminer. Pourquoi ce silence médiatique ? Parce que reconnaître ces chiffres, c'est admettre que les interdictions ont raté leur cible. C'est admettre que des milliards d'euros de valeur ont été détruits pour rien. C'est admettre que toute une politique publique s'est construite sur des hypothèses aujourd'hui contredites par les mesures en conditions réelles. Le récit public s'effondre. Et il s'effondre au moment précis où les signaux de marché, les prix, les flottes, les assurances commençaient déjà à indiquer ce retournement. Voici ce que les décideurs n'ont pas anticipé. En pariant sur une bascule totale vers l'électrique, ils ont ignoré la réalité du marché.
À Londres, l'extension de l'ULEZ a chassé les petites diesels, mais elles n'ont pas été remplacées par de l'électrique. Elles ont été remplacées par des SUV essence, plus lourds, plus gourmands. Le résultat ? Mesurable, implacable. Les émissions moyennes de CO2 à Londres ont augmenté de 3% après les restrictions. Paris, plus 5%. Milan, plus 7%. Les interdictions censées réduire les émissions les ont, en pratique, fait grimper. L'exemple est parlant. Une Fiesta diesel, 95 grammes par kilomètre, est partie à la casse, remplacée par un Tigane essence, 145 grammes par kilomètre. L'addition est simple, la conséquence est lourde. Le plus ironique, même les ONG qui ont milité pour ces politiques finissent par l'admettre. Discrètement, Transport and Environment a publié des données le confirmant, remplacer des diesels par des voitures essence augmente le CO2 de 11 à 15%. L'information n'est pas en première page, elle est reléguée en annexe. C'est précisément ce décalage entre le discours public et la réalité mesurable qui a alerté les acteurs les mieux informés. Les assureurs l'ont vu, les gestionnaires de flotte l'ont traduit en décision d'achat. Les prix de l'occasion reflètent désormais cette réalité. La politique a visé un objectif vertueux. La dynamique réelle a produit l'exact contraire. Voici le détail que l'on s'efforce de vous cacher. Grâce à des demandes d'accès à l'information et des documents internes, nous avons découvert que plusieurs métropoles préparent une modification silencieuse de leurs interdictions. Pas d'abrogation frontale. Ce serait un aveu d'échec. Mais une série de retouches, de dérogations et de recalibrages techniques qui changent tout, sans le dire. À Rome, des sessions à huis clos se sont tenues en novembre 2024 pour discuter d'une remodulation de la ZTL. Résultat, l'interdiction des diesels Euro 5, qui devait être totale, est reportée et assouplie par de nouvelles dérogations. On sauve la face tout en rouvrant la porte. À Milan, la logique est similaire. La ville multiplie les exemptions temporaires pour les Euro 6 qui ont vocation à devenir permanentes. Le mécanisme est classique. On commence par l'exception, on poursuit par la prolongation, on finit par l'état de droit commun. Sur le papier, le bannissement subsiste. Dans la pratique, il s'efface. À Berlin, la discussion porte sur des dispositions dites de cas de rigueur, Härtefall. Une fois ces dérogations élargies, elles neutralisent l'interdiction de fait. Londres, de son côté, multiplie les exemptions au point de rendre la règle de l'ULEZ quasiment inopérante pour certains usagers. Partout, la même méthode. On ne prononce pas le mot recul, on parle de ajustement, mais le résultat est identique. Pourquoi maintenant ? Parce que les alternatives n'ont pas tenu leurs promesses. Les réseaux de recharge ne suivent pas, les réseaux électriques saturent, les transports publics ne compensent pas. Et les gains de qualité de l'air promis n'ont pas eu lieu. Ce qui se met en place, c'est une contre-politique par petites touches. Pas de mea culpa. Mais une sédimentation de dérogations qui réintroduisent le diesel là où il avait été banni. Officiellement, rien ne change. Concrètement, tout bascule. Au moment même où l'on vous expliquait de mettre votre diesel à la casse, que conduisaient les responsables publics, les données d'immatriculation que nous avons consultées font l'effet d'une douche froide. À Londres, la flotte de véhicules du maire, 60% de diesel. À Paris, les véhicules officiels de la mairie, majoritairement diesel. À Berlin, les véhicules du gouvernement fédéral, 70% de diesel. Et à Bruxelles, le parc de la Commission européenne grimpe à 80% de diesel. La règle est simple, l'interdiction pour vous, la tolérance pour eux. Mais ce décalage ne s'arrête pas aux flottes administratives. Il touche les élus. Personnellement, en recoupant les informations publiques, on découvre que 45% des conseillers municipaux parisiens ayant voté l'interdiction possèdent eux-mêmes un diesel. L'hypocrisie est totale. On a détruit votre patrimoine automobile tout en préservant le leur. Et si ces responsables ont maintenu des diesels pour leurs propres usages, ce n'est pas par hasard. C'est bien qu'ils savaient ce que les rapports techniques, comme celui de l'AEE, finissent aujourd'hui par admettre. Le diesel moderne n'est pas le bouc émissaire qui a été décrit. Reste une question, incontournable. Si l'échec technique était prévisible et si l'hypocrisie était assumée, pourquoi avoir poussé ces interdictions malgré tout ? Si l'on suit les flux d'argent, le récit change. Les interdictions n'ont pas seulement remodelé le marché, elles ont créé des gagnants évidents. Chaque diesel mis à la casse a ouvert la voie à une vente de remplacement. Les constructeurs ont vendu des véhicules neufs. Les entreprises de technologie ont déployé des systèmes de contrôle, des caméras, des logiciels de gestion.
Les contrats ont été signés avant même que les études sanitaires ne soient bouclées. On a d'abord installé l'infrastructure. Ensuite, on a construit la justification. Les montants illustrent le mécanisme. Des groupes industriels ont facturé des centaines de millions d'euros pour équiper les villes en dispositifs de surveillance. À Londres, la gestion externalisée de l'ULEZ est un marché captif. L'opérateur Capita facture 65 millions d'euros par an pour ce service. Rien d'illégal, mais une incitation puissante. Plus la réglementation est complexe, plus la facture enfle. La politique publique est devenue un marché, et les gagnants ne sont pas ceux que l'on croit. Pendant que l'Europe fermait la porte à ses diesels modernes, les constructeurs chinois d'électrique se positionnaient. BYD, NIO et d'autres ont préparé leur arrivée, conscients que des millions d'automobilistes auraient besoin d'un remplacement rapide. L'interdiction n'a pas sauvé l'industrie européenne, elle l'a offerte à des concurrents étrangers. Les primes à la casse ont achevé d'orienter ce choix. On vous a proposé 2 000 € pour un diesel qui en valait 8 000, à condition d'acheter un véhicule neuf à 35 000 €. Beaucoup de diesels détruits ne l'ont pas été. Ils ont pris la route de l'Europe de l'Est ou de l'Afrique où ils roulent encore. La pollution n'a pas disparu, elle a changé de carte. Ce qui a été présenté comme une victoire environnementale s'est transformé en transfert géographique des émissions et en transfert de valeur, des ménages pressurés vers des acteurs industriels et des opérateurs de services. On a beaucoup parlé d'idéologie. Parlons mécanique. Qu'est-ce qu'un diesel Euro 6D ? C'est un moteur qui combine deux technologies de pointe, un filtre à particules, FAP, et la réduction catalytique sélective, SCR, avec AdBlue. Le FAP retient 99,9% des particules fines. L'AdBlue, lui, convertit les oxydes d'azote, les NOx, en azote inoffensif et en vapeur d'eau. C'est là que la mesure prend le pas sur le slogan. Des campagnes en conditions réelles ont démontré que dans un air urbain déjà pollué, les filtres modernes sont si efficaces qu'ils rejettent un air contenant moins de particules que l'air aspiré à l'admission. Et sur les oxydes d'azote ? Les tests de spectroscopie sont formels, un diesel Euro 6D moderne émet jusqu'à 90% de NOx en moins qu'une essence Euro 4 encore largement autorisée en ville. Reste l'atout que personne n'a jamais contesté, l'efficacité énergétique. Un diesel moderne affiche un rendement thermique proche de 45% contre 35% pour un bloc essence. Concrètement, moins de carburant consommé, donc moins de CO2 émis. Cet avantage n'est pas un slogan, c'est de la thermodynamique. Ce hiatus entre la technique et la politique se retrouve jusque dans les textes européens. Le règlement UE 2019-631 qui fixe les objectifs CO2 base ses calculs sur la masse des véhicules. Il reconnaît implicitement que pour atteindre les cibles sur les véhicules lourds, l'efficacité CO2 du diesel moderne reste incontournable. Si vous avez vendu votre diesel à perte ou si vous l'avez mis à la casse sous la pression de ces interdictions, des recours se préparent. Partout en Europe, des avocats montent des actions collectives. Leur argument est simple, les autorités savaient, ou auraient dû savoir, que ces interdictions n'étaient pas scientifiquement justifiées, mais les ont imposées malgré tout, provoquant des pertes évitables. En Allemagne, les premières procédures sont engagées. Le raisonnement s'appuie sur un précédent. Lorsque Berlin a opéré un revirement sur le nucléaire, l'État a dû indemniser les énergéticiens. Le principe pourrait s'appliquer aux propriétaires de diesel victimes d'une destruction de valeur induite par la politique. Si vous voulez vous préparer, la marche à suivre commence par l'épreuve. Conservez les factures et certificats de cession de votre ancien véhicule. Archivez les tableaux de cotation montrant l'effondrement des prix au moment des annonces. Documentez le coût de votre véhicule de remplacement. Ces pièces formeront la colonne vertébrale d'un dossier solide, car le socle juridique existe. L'article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne protège le droit de propriété contre les atteintes arbitraires. Des interdictions qui ne reposent pas sur une base scientifique solide pourraient relever de cette protection. En clair, vous avez des droits. Et vous pouvez vous préparer dès maintenant. Ne vous attendez pas à un mea culpa. Le retour en arrière ne portera jamais ce nom. Il prendra la forme d'un langage administratif feutré. On parlera d'ajustement technique, de modification temporaire, d'exemption pour cas de rigueur, le recalibrage scientifique. Chacune de ces formules sonnera neutre. Toutes signifieront la même chose. Démanteler, morceau par morceau, des interdictions devenues intenables. Le tempo est déjà écrit. D'ici 2026, la plupart des interdictions auront été vidées de leur substance par un empilement d'exemptions. En 2027,
beaucoup seront suspendus. En 2028, on fera comme si elles n'avaient jamais existé. Pas d'aveu d'erreur, une érosion méthodique. Le marché, lui, ne s'y trompe pas. L'argent avisé, celui qui lit les signaux avant les autres, se repositionne déjà sur les Euro 5 et Euro 6. Quand les restrictions tomberont de facto, ces véhicules reprendront de la valeur. Ce 320D de 2015, bradé au pic des interdictions, vaudra davantage une fois les portes des villes réouvertes. Ce n'est pas une théorie. C'est la conséquence logique d'un récit public qui se fissure, d'une technique qui a avancé et d'une politique qui cherche une sortie sans l'admettre. Si l'on a pu se tromper, ou nous tromper, à ce point sur le diesel, alors tout le reste doit être réévalué. Prenons le récit du zéro émission appliqué aux véhicules électriques. Présenté comme une évidence, il ignore les particules non liées à l'échappement, celles des freins et des pneus, aggravées par le surpoids, que le rapport de l'AAE pointait déjà du doigt. Ce n'est pas nier les progrès de l'électrique, c'est rappeler qu'une politique efficace se bâtit sur des émissions totales dans la vraie vie, et non sur un slogan marketing focalisé sur le seul tuyau d'échappement. Prenons les carburants de synthèse. Ils ont été rangés dans la case impossible, ce qui a servi de justification pour écarter d'autres voies. L'affaire du diesel le prouve, un postulat répété devient un dogme. Et ce dogme éclipse des solutions utiles. Ce renversement impose une nouvelle méthode. Avant de décréter, on mesure. Avant de bannir, on compare à service rendu équivalent. Avant d'imposer une substitution, on teste ce que le terrain peut absorber, réseau, coût et comportement réel. Sinon, la substitution produit l'effet inverse. Nous l'avons vu avec le dioxyde de carbone. En clair, si l'on a menti sur le diesel, il faut rouvrir tous les dossiers. L'électrique et ses angles morts, les alternatives rejetées trop vite et la cohérence des scénarios proposés. La crédibilité de la transition se joue ici, dans la capacité à corriger la trajectoire dès que les faits contredisent le récit. Tout converge vers la même conclusion. La technique, les mesures en conditions réelles ont inversé la hiérarchie des émissions. Le marché, les prix remontent, les flottes commandent, les assureurs corrigent leurs primes. La politique, les villes organisent un recul silencieux, fait d'ajustements et d'exemptions. Ce renversement n'efface pas les dégâts. Des milliards d'euros de valeur ont été détruits. Des véhicules parfaitement fonctionnels ont été bradés. La pollution a été déplacée plutôt que réduite. Le calendrier du revirement est écrit, il n'y aura pas de mea culpa, seulement un effacement méthodique des interdictions. Reste la question de la responsabilité. On a présenté une évidence sanitaire qui ne résiste pas aux mesures. On a poussé des choix qui ont aggravé les émissions de CO2. On a maintenu des diesels dans les flottes publiques, tout en pénalisant les particuliers. Si le récit officiel s'effrite, c'est parce que la technique, les données et l'économie ont fini par parler plus fort que la communication. Le retour du diesel ne se fait pas par nostalgie. Il se fait par réalité matérielle. Rendement supérieur, dépollution efficace, coût maîtrisé. Le diesel moderne n'aurait jamais dû être chassé. S'il revient aujourd'hui, ce n'est pas par volonté politique, c'est par la contrainte des faits.